Que ça. Bien, donc bonjour. Je vais poursuivre mon exposé concernant les codes de densité en me penchant plus particulièrement dans cette deuxième partie sur les problèmes rencontrés avec les formes manuscrites. Alors, le projet qui est présenté ici, qui est d'ailleurs un peu flou, je vous prie de m'en excuser. Le projet, donc, bon, il ne s'agit pas du tout d'un projet abouti, c'est en fait un challenge, mais qui a déjà donné lieu à un certain nombre de résultats intermédiaires, dont les codes de densité eux-mêmes d'ailleurs. Alors, l'idée de l'approximation orthographique est d'interpoler des représentations orthographiques analytiques sur un espace de forme globale de mots manuscrits. Alors pourquoi ce challenge? Eh bien, tout simplement parce que nous pouvons rencontrer et lire des chaînes de caractères, des formes qui représentent des chaînes de caractères qui ne sont pas en fait des mots connus. Par exemple des noms-mots, des néologismes, des noms propres ou tout simplement des fautes d'orthographe qui sont très courantes dans les documents, manuscrits particulièrement. Bon, tout ça, ce ne sont pas des mots reconnaissables. Et pourtant, nous pouvons les lire quand même. Ceci dit, ce qui ressemble à des mots est toujours plus facile à lire que ce qui ne ressemble à rien. Alors, cette espèce de projet, de modèle cadre, je ne sais pas trop comment il faut l'appeler, se compose d'un certain nombre d'étages. Alors, il y en a que nous avons déjà vus. Bon, ici, un étage d'entrée d'images de mots. Ici, bien que, je suis désolé, on n'arrive pas bien à lire, mais bon, il s'agit tout simplement du calcul des codes de densité. Donc on calcule le code de densité de l'image d'un mot. Ici nous avons un étage de calcul des dissimilarités donc, du code de densité d'entrée, précisément. Excusez-moi, voilà. Donc ici un étage de calcul des dissimilarités du code de densité d'entrée avec les codes de densité connus d'un certain nombre de mots, d'un dictionnaire en fait. Ensuite, tout ça, ça passe dans un étage d'approximation de fonctions. Et de quelle fonction? Eh bien, c'est une fonction, c'est en fait un code orthographique de type code spatial, dont je vais vous parler ensuite. Bon, voilà. En gros, les étages du projet. Alors, commençons par la composante de sortie, en fait, qui est le code orthographique. Alors, initialement proposé par Grossberg en 1978, le codage spatial, enfin, ce qui est devenu le codage spatial, était pour coder des séquences temporelles, en fait. Le codage spatial a été ensuite utilisé par Davis à partir de 1999 pour du codage orthographique. Donc le code utilisé ici est nettement plus simple que celui de Davis. Alors, soit un alphabet de n symboles et une chaîne de m caractères. Le code est un vecteur réel de dimension n, soit une composante par symbole de l'alphabet. Voici le code, on le note C de X. Alors, dans un tableau binaire à m lignes et n colonnes, le bit de la ligne K et de la colonne I prend la valeur 1 si et seulement si le IM symbole de l'alphabet apparaît au rang K dans la chaîne de caractères. Sinon, ce bit est à 0. Bon, voilà, ce sont des choses simples. Alors, les bits de ce tableau, on les note B et indexés par K et I. Donc, par le rang dans la chaîne de caractères et I, le rang dans l'alphabet. Le rang du caractère dans l'alphabet. Ensuite, on applique simplement cette formule-là pour chacune des composantes du code orthographique.
alors en utilisant donc les bits dont je viens de vous parler. Alors c'est en fait juste de la numération binaire élevée à une puissance P. Hein. P étant un paramètre libre compris entre 0 et 1. Ici. Alors la dissimilarité orthographique, en l'occurrence c'est une vraie distance. Donc la distance orthographique de deux chaînes de caractères est tout simplement une distance en pâté de maison entre leurs vecteurs codes respectifs. Alors ces codes sont décodables, comme nous le verrons après, décodables donc en une chaîne de caractères, et ils sont assez tolérants aux erreurs. Alors le paramètre P a été estimé à partir d'effets de priming orthographique masqués collectés dans la littérature de psychologie expérimentale, plus précisément dans 3 articles de Jonathan Granger et collaborateurs. Donc Jonathan Granger étant un spécialiste du priming orthographique. Alors on obtient une valeur de P qui est proche de 1/3, cette valeur-ci exactement. Et la corrélation des prédictions du modèle avec les effets de priming observés est de 0,80. Alors que les modèles courants de codage et de distance orthographique donnent des corrélations comprises entre 0,75 et 0,78. Par exemple, la distance de Levenshtein, qui est donc une distance entre chaînes de caractères qui est très utilisée depuis quelques années par les psycholinguistes pour l'analyse du lexique, eh bien, elle donne 0,78. Le modèle Overlapping Open Bigrams, OOB, de Jonathan Granger et collaborateurs, justement. Lui, c'est un modèle donc à base de bigrammes ouverts, et il donne une corrélation de 0,75, de même que le modèle Serial de Carol Whitney, qui est aussi un modèle de bigrammes ouverts, qui donne aussi 0,75 d'ailleurs. Et enfin, le modèle Solar, qui est en fait le modèle de codage spatial de Davis, qui donne, lui, 0,78. Bon, on peut donc dire que le codage orthographique proposé ici ne fait en tout cas pas moins bien que les modèles actuellement en usage. Bon, il a en plus l'avantage d'être d'utilisation simple et pratique pour les modèles numériques, pour la modélisation numérique. Alors ici, bon, illustration du principe du codage spatial. Voici 2 exemples d'encodage orthographique des mots mother en bleu et witch en rouge. Alors vous avez en abscisse les composantes du vecteur code, donc une par lettre de l'alphabet. Voici le code, c'est l'alphabet latin tout simplement, il n'y a pas de diacritique, parce que ce sont des mots anglais. En ordonnée, vous avez la valeur des composantes. Alors la valeur d'une composante décroît avec le rang d'apparition de la lettre dans la chaîne de caractères. On peut voir par exemple pour mother, on a le M en première position, où c'est la composante la plus forte. Ensuite, il y a bien le O, puis le T, le H, etc. Bon, et cette valeur d'une composante augmente également, mais dans des proportions différentes, avec le nombre d'occurrences de la lettre dans la chaîne de caractères. Donc, par exemple, vous avez ici le H de witch, qui est donc sa seconde lettre, qui est ici, mais la valeur est légèrement plus élevée que celle du O de mother, qui est aussi la seconde lettre. Là, la valeur est légèrement plus élevée. Pourquoi? Parce qu'elle prend en compte le deuxième H de witch, qui est en 5e position. Alors ici, description de la procédure de décodage d'un code orthographique éventuellement approximatif. Bon, on ne va pas détailler, mais bon, cette procédure toute simple
Quand on a un code orthographique exact, elle donne un décodage exact. Bon, quand on a une approximation, il faut effectivement gérer le bruit. Bon, là, pour l'instant, dans cette version-là, la gestion du bruit n'est pas encore tout à fait au point et on obtient souvent des décodages un peu trop longs. C'est-à-dire qu'il n'y a guère que la partie initiale qui est bonne et puis pour le reste, on décode un petit peu de bruit. Alors, voyons maintenant rapidement la composante interpolante, hein, l'approximation de fonctions. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit donc d'approcher des codes orthographiques à partir de dissimilarités de codes de densité. Alors, la plupart des méthodes d'approximation de fonctions sont conçues pour travailler sur des espaces d'entrée euclidiens. Bon, mais les espaces de forme dont la topologie est induite par une dissimilarité non métrique ne sont par le fait pas des espaces métriques et donc ils ne risquent pas d'être euclidiens. Alors, pour résoudre ce problème, on peut trouver deux familles de modèles d'approximation de fonctions qui sont capables de travailler sur des espaces topologiques non métriques, aussi bien que sur n'importe quel espace métrique d'ailleurs. On peut démontrer que ces approximations sont convergentes. De plus, la famille dénommée approximateur phi, ce que j'ai proposé hein, dans le projet, donc ces approximateurs phi sont régularisables. Alors, il n'est pas aussi évident de définir une régularisation sur des espaces non métriques que sur des espaces métriques. En particulier, on ne peut pas minimiser une norme d'opérateurs différentiels, comme on le fait sur des espaces métriques, puisque dans le cas d'espaces non métriques, on n'a même pas d'opérateurs différentiels. Donc, hein. Il faut donc procéder autrement, mais c'est possible, et ça marche aussi sur les espaces métriques d'ailleurs. Alors, je vais passer rapidement sur ce point, bon, puisqu'il s'agit de résultats qui sont publiés et que vous, si ça vous intéresse, vous pourrez les retrouver dans la référence qui est ici. Et par ailleurs, vu l'heure, je risque de manquer de temps, donc effectivement, on va passer très vite. Voilà, bon après ces rapides préalables théoriques, voyons les images sur lesquelles il est envisagé de travailler. Alors, vous avez ici quelques exemples de mots manuscrits qui sont extraits de la base de données IAM, publiée par Marty et Bunker en 2002. Alors c'est une très grosse base de données, hein, je ne me rappelle plus exactement, enfin, il y a, je crois qu'il y a une centaine de milliers d'images de mots dedans, étiquetés. Bon, dans lesquels on peut faire un tri, mais c'est quelque chose de très gros. Alors, d'après ces quelques exemples, on voit tout de suite que le pari est loin d'être gagné. Les transformations de l'écriture manuscrite ne sont visiblement pas des transformations à jacobienne, triangulaires et diagonales positives, comme il est exigé avec les codes de densité, n'est-ce pas ? Alors nous sommes donc effectivement hors du domaine d'application des codes de densité, tels qu'ils ont été définis précédemment. Et bon, en fait, tout ce que nous pouvons tester dans ce cas, ce sont les limites de robustesse de la méthode. Mais on est en dehors de son cadre d'application de toute manière. Alors, pour commencer, pour faire des expériences, donc nous avons besoin d'une fonction de dissimilarité qui soit assez générale et de complexité ajustable. Alors, les dissimilarités fondées sur des régressions polynomiales conduisent souvent à des systèmes mal conditionnés et donc à une certaine instabilité numérique des résultats, ce qui est embêtant dans les expériences. Bon, et plus on augmente le degré des polynômes, bien sûr, plus les systèmes sont mal conditionnés. Hein. Ici, donc, on utilise autre chose. On utilise la norme du résidu d'une régression affine
à laquelle on ajoute incrémentalement un certain nombre de fonctions bases radiales centrées sur des points résiduels d'erreur résiduelle maximale et bien espacées aussi. Donc c'est une procédure qui est en fait tout à fait similaire à un algorithme constructif d'apprentissage supervisé tout à fait ordinaire, hein, à base de fonctions bases radiales. Donc je dirais que le type d'algorithme est bien connu. Bon, on l'applique ici à des problèmes qui sont moins lourds que les problèmes d'apprentissage. C'est un problème de calcul de dissimilarité, tout simplement. Donc ça va aussi beaucoup plus vite qu'un apprentissage. Hein. C'est très rapide quand on applique ça à la comparaison de codes de densité. Alors ici, vous avez un triplet d'images de mots. Donc dans la partie gauche, ce sont des mots de la base de données IAM, donc, avec leur code de densité à droite. Alors je ne sais pas si vous le voyez sur l'image ici, mais ça c'est pas, enfin je dirais, c'est pas un défaut des codes, ce ne sont pas des erreurs de codage, ça correspond effectivement à des irrégularités du fond qui existent bel et bien dans les images de la base de données IAM. Et donc, comme vous le voyez, les codes de densité, on code globalement les choses, globalement l'image, le bruit compris. Donc, hein, rien ne leur échappe, malheureusement, en l'occurrence. Alors, chaque triplet de mots est composé de deux images distinctes du même mot, ici which, et d'un troisième mot qui est différent, donc, et qui est choisi au hasard en fait dans le reste de la base de données. Alors, dans chaque triplet, on va calculer des dissimilarités plus exactement entre les codes de densité des deux premières images, ce qui nous donnera des dissimilarités correspondant à un même mot en fait, hein, deux versions différentes d'un même mot. Et puis on va calculer des dissimilarités entre le code de densité, le premier, et le troisième, qui nous donneront chaque fois une dissimilarité, ce qui nous donnera une dissimilarité de mots différents. Alors, voici ce qui se passe pour le triplet précédent, hein, juste celui-là, en utilisant la dissimilarité affine plus fonction base radiale que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, vous avez en abscisse le nombre de fonctions base radiales incrémentalement ajoutées donc à la transformation affine de départ. Hein. Donc, le premier point ici correspond en fait à la transformation affine seule. Hein. Et en ordonnée, le résidu normalisé de la régression, donc la mesure de dissimilarité. Alors vous avez en trait continu, enfin le gros trait là, ce sont les dissimilarités entre images distinctes d'un même mot. Alors que le trait pointillé, qui apparaît ici plus clair, correspond donc aux dissimilarités entre mots différents. Alors bon, bien sûr, toute dissimilarité tend vers 0 lorsque le nombre de fonctions base radiales augmente, hein, puisque ce genre d'algorithme peut transformer absolument n'importe quoi en un nombre fini d'étapes, ce qui n'a d'ailleurs absolument aucun intérêt. Par contre, ce qu'il faut, c'est déterminer le nombre de fonctions base radiales pour lequel la discrimination même mot différent est la meilleure. Alors, pour cet exemple-là, il semble que cet optimum se situerait aux environs d'une cinquantaine de fonctions base radiales ajoutées. C'est là qu'on a le plus gros écart entre les deux courbes. Et l'écart étant dans le bon sens, bien sûr.
Alors, bon, les codes de densité utilisés ici, enfin dans cette expérience et dans celle que je vais vous montrer après, ce sont des codes de densité de 2500 points, ce qui est à peu près 2 fois trop, mais bon, ça... Une bonne norme pour les mots, pour le manuscrit de la base de données IAM, c'est environ 1250 points, la moitié de ça. Là, on alourdit les calculs pour rien. Enfin bon, par contre, les résultats sont pour les mêmes. Bon, ceci dit, lorsqu'on répète le test précédent, mais sur 120 triplés indépendants, donc, ici, donc sur un échantillon plus représentatif, la discrimination maximale n'est plus autour de 50 fonctions bases radiales. Elle semble plutôt correspondre à la complexité minimale, c'est-à-dire à une simple régression affine. Donc ici. C'est au départ qu'on a finalement la meilleure discrimination entre les cas de même mot et de mots différents. Là que les dissimilarités semblent être le mieux séparées. Bon, ceci dit, l'écart de moyenne est maximal pour la complexité minimale, mais c'est aussi vrai des écarts types, des dissimilarités. Donc en fait, pour savoir où se situe le point de discrimination optimale, nous devons calculer une statistique qui tienne à la fois compte des moyennes et des dispersions, bien entendu. Bon, cette statistique, c'est tout simplement un Z. Et donc, avec cette statistique, eh bien, on trouve qu'effectivement, les dissimilarités, même mots différents, sont bien séparées, toujours très près de l'origine. Là, ici, exactement, c'est une transformation affine plus une fonction base radiale, mais alors l'écart, là, est tout à fait négligeable. Enfin, bon, on a l'optimum à la fonction de dissimilarité la plus simple. Bon, les dissimilarités même mots différents sont en moyenne assez élevées. On a des Z qui sont tous supérieurs à 2 écarts et demi. Et ici, à l'origine, c'est plus de 6 écarts. Donc, les distributions de dissimilarité sont effectivement bien séparées statistiquement, ce qui ne veut pas dire que l'on reconnaîtrait le bon mot à tous les coups. Beaucoup s'en faut d'ailleurs, puisque ces distributions de dissimilarité sont en fait distantes l'une de l'autre d'un peu moins d'un écart type, les écarts types des deux distributions étant à peu près égaux. Bon, c'est-à-dire donc qu'il y a un recouvrement quand même relativement important malgré cette séparation statistiquement très significative, donc très significativement non nulle. C'est tout ce que ça veut dire. Hein. Alors, dans la perspective d'une approximation orthographique, il est souhaitable que les items les plus proches dans l'espace d'entrée, c'est-à-dire dans l'espace des codes de densité, en l'occurrence, soient aussi les plus proches dans l'espace de sortie, c'est-à-dire l'espace des codes orthographiques. Ce qui traduirait donc la régularité de la fonction à approcher et permettrait d'espérer une certaine efficacité, notamment des interpolants locaux. Alors, dans le cas présent, la corrélation des dissimilarités d'image et des dissimilarités orthographiques est aussi maximale au voisinage d'une complexité minimale de la fonction de dissimilarité des codes de densité d'image. Alors, cette corrélation est d'environ 0,40. Ici, bon, ce qui est hautement significatif, c'est-à-dire très significativement non nul, hein, mais qui n'est pas une corrélation énorme. Hein. Alors, cette persistance de l'optimalité des dissimilarités les plus simples finit par poser la question de la pertinence des transformations affines elles-mêmes. Alors, pour en avoir le cœur net, eh bien ici, on a juste normalisé les codes de densité en les centrant sur différents quantiles des distributions marginales, en X et en Y, de leurs points. Ensuite, pour comparer deux codes,
On a simplement calculé une distance de Frobenius, c'est-à-dire une distance euclidienne sur R de M, entre les coordonnées centrées des codes. Donc là, pour le coup, on se retrouve bel et bien sur un espace métrique euclidien. Alors, bon, vous avez ici, en ordonnée, donc les corrélations entre les distances d'image et les distances orthographiques qu'on obtient pour des recentrages sur différents quantiles marginaux. Alors vous avez en abscisse les probabilités des quantiles sur lesquels on a centré les coordonnées x. Hein. On a utilisé différentes valeurs. Vous avez en paramètre les centrages, enfin les quantiles en y, mais enfin bon, ça a beaucoup moins d'incidence. Alors, dans l'ensemble, de toute manière, quel que soit le centrage choisi, vous remarquez qu'on obtient des corrélations qui sont toutes supérieures à 0,50. C'est-à-dire qu'on a plus de 10 centièmes de corrélation de plus qu'en utilisant une régression affine tout à l'heure. Bon, ce qui est déjà tout à fait considérable. Et la corrélation maximum est obtenue ici, en centrant les x sur leur quantile de probabilité 0,10, bon, c'est-à-dire sur la partie initiale des mots, en fait. Bon, mais on a quasiment la même... on a un autre pic ici, en centrant sur la fin des mots. Bon, ceci dit, l'écart n'est pas énorme, hein, ça représente 1 centième de corrélation. Ici, hein, on passe de 0,50 à 0,51. Bon, alors ceci nous incite, je dirais même nous invite, à faire une simple normalisation par recentrage des codes et à employer simplement une métrique euclidienne entre les codes normalisés. Autrement dit, moins on en fait et moins on se trompe. Alors, pour récapituler, donc, les dissimilarités par régression, comme nous l'avions vu la dernière fois, sont efficaces dans certaines circonstances, mais elles sont efficaces seulement quand elles correspondent effectivement aux transformations régulières de l'espace de forme considéré. Dans le cas contraire, qu'est-ce qu'elles font? Dans le cas contraire, elles écrasent tout simplement toutes les différences entre les formes, incluses les différences perçues. Alors, la meilleure corrélation qu'on a obtenue entre les dissimilarités donc, de forme et les dissimilarités orthographiques sont obtenues simplement avec une distance euclidienne sur des codes convenablement centrés. Donc nous nous retrouvons de fait sur un espace métrique euclidien et du coup nous pouvons appliquer pratiquement toutes les techniques, enfin justement pas exactement toutes, mais la plupart des techniques d'approximation de fonctions courantes. Alors la plupart des méthodes d'approximation de fonctions, incluant les approximateurs phi auxquels j'ai rapidement fait allusion tout à l'heure, sont des interpolants. C'est-à-dire que leur réponse de généralisation est juste fondée sur les exemples d'apprentissage qui se trouvent être les plus proches du point de généralisation. Hein. Alors, on sait que de tels interpolants généralisent assez mal, en fait, lorsque le point de généralisation est à l'extérieur et à une certaine distance du polytope d'interpolation. Bon, on va voir tout à l'heure un petit peu ce que ça peut vouloir dire. Bon, ici, on a obtenu une corrélation de 0,51 entre les dissimilarités d'entrée et dissimilarités de sortie, ce qui bien sûr est très significatif et donc encourageant, mais c'est quand même pas une corrélation, c'est quand même pas encore une corrélation énorme, et ça ne nous fournit pas
de garantie sérieuse que les interpolants locaux vont fonctionner convenablement sur cet espace. Alors, étant donné le coût calculatoire d'un apprentissage supervisé avec les masses de données qu'on a, plusieurs dizaines de milliers, les codes de densité de plusieurs dizaines de milliers de mots, comme pour l'apprentissage, ça fait un très très gros objet. Alors bon, avec des calculateurs puissants, ça peut aller, mais enfin avec les petites machines avec lesquelles j'ai l'habitude de travailler, c'est un coût considérable. Donc on a quand même besoin, avant de se lancer dans un calcul, dans ce genre de calcul, d'avoir quelques garanties préalables. Alors la méthode que je vais vous présenter maintenant est une méthode peu performante en tant que méthode d'approximation de fonctions. Elle n'est pas faite pour ça en fait. Par contre, elle permet d'analyser assez efficacement un problème concret d'approximation de fonctions et de faire un diagnostic, on va le voir assez utile, concernant les difficultés que cache ce problème. Alors, dans un premier temps, nous définissons l'extériorité d'un point à un polytope. L'extériorité, ça sera cette quantité-là. Alors, on va définir cette extériorité, une méthode simple pour la calculer, ainsi que les paramètres associés dont nous nous servirons ensuite. Alors, soit D, un nuage de points, alors ce sont des points de Rn, x1 à xm, donc un nuage de m points, soit y, un autre point de Rn, c'est ce qui correspondra à un point de généralisation en fait. Nous cherchons à déterminer le point intérieur au polytope enveloppe convexe du nuage D, point intérieur qui est le plus proche de y en distance euclidienne. Alors pour déterminer ce point, nous allons calculer ses coordonnées barycentriques. Alors ici, c'est le vecteur P. Sont donc les composantes du vecteur P étant toutes non négatives et de somme unité. Donc ça, ce sont les contraintes du problème. Alors ces contraintes caractérisent un point intérieur au polytope, enveloppe convexe du nuage. Donc on va déterminer les coordonnées barycentriques de façon à minimiser la distance entre y et un point intérieur au polytope enveloppe convexe de D. C'est cette distance qui est notée ici. Le minimum de cette distance étant appelé extériorité. Extériorité de y au polytope enveloppe convexe de D. Alors, ça c'est un problème qui peut être résolu par des méthodes de programmation quadratique. Mais malheureusement, avec de très grosses matrices telles que celles qu'on utilise, que j'ai utilisées ensuite, la programmation quadratique, c'est très très lourd et c'est très problématique. Donc en fait, j'utilise pas du tout la programmation quadratique et j'utilise en fait une reformulation du problème sans contrainte qui est décrite ici. Bon, je trouve que ce problème-là est facile à reformuler sans contrainte, exactement comme ceci. Et ça, c'est beaucoup plus facile à calculer, il n'y a aucun problème, et c'est tout à fait efficace. C'est donc cette méthode, cette reformulation sans contrainte ici que j'utilise, avec simplement, il suffit d'une technique de gradient en fait, pour calculer le résultat, un gradient descendant, tout simple, et on obtient la solution.
Voilà, ici, illustration de l'extériorité, donc ici en 2D pour visualiser simplement. Donc de points test qui sont ici figurés par des étoiles rouges. Donc leur extériorité au polytope enveloppe convexe d'un ensemble de points de données qui sont figurés ici en bleu, les points bleus, le polytope étant marqué ici. Alors l'extériorité est toujours 0 à l'intérieur du polytope enveloppe convexe. Par contre, elle est toujours strictement positive lorsque le point test est en dehors du polytope enveloppe convexe. En fait, l'extériorité, c'est juste la distance euclidienne qui est figurée ici par cette double flèche. Donc, c'est la distance du point test au point intérieur le plus proche. Ici, donc, c'est le point intérieur et en fait sur la frontière. Alors, étant en mesure de calculer l'extériorité d'un point à un polytope, et surtout les coordonnées barycentriques du point intérieur le plus proche, nous pouvons définir une méthode d'approximation de code en fait une méthode de type morphing, mais morphing avec de nombreux sommets. Alors, considérons les codes de densité sous leur forme vectorielle, c'est-à-dire qu'on met les coordonnées x et y bout à bout, et ça nous donne un vecteur. Alors, étant donné d'une part un ensemble d'apprentissage constitué de codes de densité, de mots et des codes orthographiques correspondants, étant donné d'autre part un point de généralisation y, comme précédemment, qui est un code de densité dont nous ne connaissons pas le code orthographique correspondant. On sélectionne dans un premier temps les m plus proches voisins de y dans l'ensemble d'apprentissage, ce qui constitue le nuage D dont l'enveloppe convexe sera appelée polytope de voisinage. Puis on calcule l'extériorité du point de généralisation y à ce polytope par la méthode précédemment décrite, donc, et nous obtenons ainsi les coordonnées barycentriques du point intérieur le plus proche de y. Ce point lui-même est une approximation de y. C'est en quelque sorte, comme nous en verrons des exemples tout à l'heure, c'est en quelque sorte le point test vu depuis le polytope de voisinage. Par ailleurs, on peut aussi utiliser les coordonnées barycentriques obtenues pour faire une somme pondérée des codes orthographiques des m voisins de y, ce qui donne une approximation du code orthographique inconnu de y. Voilà. Bon, donc voici une expérience réalisée à l'aide de la technique précédente. Alors d'abord, le matériel expérimental. Il s'agit de 41 499 images extraites de la base de données IAM, dont des images de mots, correspondant à un lexique de 8530 mots. Et on a utilisé 417 autres images, qui ne sont pas dans le temps d'apprentissage, 417 images de mots comme item test de généralisation. Alors les tests de généralisation correspondent à des mots de 4 à 8 lettres. Alors par ailleurs, parmi ces 417 images tests, pour 50 d'entre elles, il n'y a aucun représentant dans l'ensemble d'apprentissage, aucun mot correspondant dans l'ensemble d'apprentissage, c'est-à-dire que là, on va tenter de faire de l'inférence orthographique pure, sans composante de reconnaissance, puisqu'il n'y a pas de connaissance préalable. Pour 50 autres items de généralisation, il y a entre 1 et 3 exemples du mot dans l'ensemble d'apprentissage, pour 50 autres, entre 4 et 6 exemplaires du mot, etc. Et pour 67 d'entre eux, il y a plus de 60 exemplaires du mot dans l'ensemble d'apprentissage.
claires, mais qui sont des images différentes, bien sûr, hein, par des scripteurs différents. La base de données IAM, elle commence à être bien connue. Comme je vous l'ai dit, c'est une grosse base, et je ne vous ai peut-être pas précisé, mais c'est une base multiscripteur, hein, c'est-à-dire qu'il y a de grosses variations entre les images d'un même mot. C'est multiscripteur ou scripteur indépendant des scripteurs? Il y a multiscripteur, il y a 400 scripteurs qui ont contribué en fait. Donc les 400 images de test sont écrites par les mêmes scripteurs que dans l'ensemble d'apprentissage, ou ce sont des scripteurs complètement différents? C'est au hasard. D'accord, donc il peut y avoir les mêmes ou pas? Il peut, voilà, exactement. C'est vraiment un échantillonnage aléatoire. Enfin, aléatoire, non, avec d'autres contraintes, mais pas celle-là. Par contre, j'avais mis des contraintes de longueur et des contraintes de représentation dans l'ensemble d'apprentissage. Bon, alors, les performances, bon, vous avez ici, on voit encore pas très bien, donc vous avez ici les rangs de reconnaissance orthographique corrects, ici les fréquences cumulées. Bon, enfin, en résumé, et c'est pas une surprise, la performance n'est pas terrible, on a moins de 10% de reconnaissance orthographique dans le top 20. Hein. Donc, bon, bien sûr, on n'a pas vraiment de référence en ce qui concerne l'approximation orthographique, mais par comparaison avec ce qu'on obtient en reconnaissance de mots, on peut dire que c'est tout au plus une performance modeste. Hein. Bon, c'est pas une surprise et c'est pas exactement ce qu'on cherchait à obtenir de toute façon, la performance. Voilà. Pour comprendre un petit peu ce qui se passe, comprendre un petit peu mieux, on va regarder quelques exemples. Donc, vous avez ici l'image du mot test. Utilisé ici son code de densité. Et vous avez ici le point intérieur au polytope le plus proche de ça. Alors, à quel polytope? C'est le polytope de voisinage de ça. Hein. Donc le polytope de ces m plus proches voisins, m étant égal à la longueur des codes de densité plus 1 en l'occurrence, pour qu'on puisse espérer avoir un volume non nul du polytope en question. Alors on a ici une extériorité de 178. On voit que, enfin, c'est donc ce que voit le polytope de l'input. Si on nous disait que c'est une péniche dans le brouillard, nous le croirions tout aussi bien. Hein. Et donc le polytope est visiblement très myope. Mais malgré cette forte myopie, la dyslexie du polytope sur cet exemple en tout cas est relativement modérée, puisque le code orthographique, lui, est correct et reconnu au 3e rang. Il est dans le top 3. Alors les corrélations que je vous donne ici, ce sont les corrélations entre le code orthographique approché et le code orthographique du mot auquel on compare. Hein. Alors ici, la corrélation avec le mot qui était effectivement à reconnaître est de un petit peu plus de 0,80. Et on voit que le top 3, c'est entre 0,80 et 0,82, hein, les corrélations. Bon, on remarque aussi dans le top 3 que vraisemblablement les deux premières lettres ont été correctement, enfin la partie initiale correspondant aux deux premières lettres plus exactement a été correctement identifiée. Puis après, bon, il y a une partie basse et puis à nouveau une partie haute, hein, c'est ce qu'indique la péniche dans le brouillard ici, mais on ne sait pas précisément quelle lettre. Alors ici, vous avez le décodage obtenu. Alors quand on met des caractères entre accolades, ça veut dire qu'il y a plusieurs candidats pour le même rang pour la même position. Hein. Plusieurs lettres candidates à la même position. Alors ça veut dire qu'il y a deux lettres candidates à la première position. Là, ici, il y a 2 lettres candidates à la 2e position. Là, il y en a 4 à la 3e position, etc. C'est du décodage de code approximatif. Hein, donc. Bon, là, on retrouve effectivement les deux lettres initiales qui ont bien été reconnues. Et dans l'ensemble, on trouve, mais dans un ordre indéterminé, toutes les lettres, en fait, des mots du top 3. Bon, donc ici, le décodage est quand même
assez mauvais, hein, c'est-à-dire que l'approximation de code n'est pas vraiment utilisable. Bon, ça c'est tout de même, bon, par exemple pour le top 3, ici c'est sur un lexique de 8530 mots, hein, on est quand même à une échelle à peu près vraisemblable. Alors ici, un autre exemple, c'est le mot mother. Donc, on peut voir que le polytope de voisinage est toujours aussi myope. Hein, c'est un sous-marin ou une soucoupe volante, avec une extériorité de 431. Bon, par contre, la dyslexie s'améliore un tout petit peu, puisque cette fois-ci, le mot correct est reconnu est dans le top 2, quoi, hein, avec une corrélation d'environ 0,86 d'école, approché exact. Et le mot qui est reconnu au premier rang, c'est en fait le même mot au pluriel. Hein. Bon, par contre, le décodage est toujours pas terrible. Hein. On a les lettres... on a toutes les lettres du mot, mais dans un ordre indéterminé, enfin, et en plus avec une intrusion, un i, donc je ne sais vraiment pas d'où il sort celui-là. Bon, enfin, un des exemples les mieux réussis, bon, mais il y a aussi beaucoup d'exemplaires dans l'ensemble d'apprentissage, donc le mot that. Alors, on voit ici que la myopie du polytope s'améliore sensiblement. On commence à distinguer effectivement quelques détails donc, du code ou de la forme d'entrée. Et bon, ici, la dyslexie a totalement disparu, puisque le mot est reconnu, le mot correct est reconnu au premier rang avec une corrélation de 0,98 décode. Et le décodage est aussi bon qu'on peut l'espérer. Bon, au-delà de ces exemples plus ou moins pittoresques, voici une exploitation plus utile des résultats de l'expérience. Donc on a procédé à des analyses de régression multiples sur les variables dépendantes, donc extériorité, et les indices de performance que sont donc l'erreur orthographique, c'est-à-dire la distance entre le code orthographique approché et le code orthographique exact. Deuxième indice de performance utilisé, c'est la corrélation, en fait, la corrélation linéaire, hein, entre le code orthographique approché et le code orthographique exact. Troisième indice de performance, c'est le rang de reconnaissance orthographique correct. Alors, par ailleurs, comme variables indépendantes, comme prédicteur, donc, on a utilisé la longueur des mots en caractères, le nombre d'exemplaires du mot à reconnaître dans l'ensemble d'apprentissage. Et pour ce qui est des indices de performance, on a en plus utilisé l'extériorité elle-même comme prédicteur. Alors bon, l'extériorité elle-même dépend significativement, c'est ce qu'indiquent les étoiles là, hein, dépend significativement de la longueur des mots, elle augmente significativement avec la longueur des mots, mais bizarrement, elle ne dépend pas significativement du nombre d'exemplaires du mot dans l'ensemble de l'apprentissage. Bon, l'équation de régression, qui est ici, rend compte de 32% de la variance donc des extériorités. Bon, mais la chose la plus importante, finalement, en ce qui concerne l'extériorité, c'est ici. C'est les valeurs mêmes de l'extériorité. On remarque que tous les exemples d'apprentissage ont une extériorité strictement positive, c'est-à-dire qu'ils sont tous en dehors du polytope de voisinage et à des distances non négligeables, hein, puisqu'il s'agit quand même de distances euclidiennes en pixels.
Donc, alors ça, c'est une très mauvaise nouvelle, en fait, sur laquelle je reviendrai ensuite. Une mauvaise nouvelle pour les interpolants locaux. Donc, ensuite, pour ce qui est des indices de performance, donc l'erreur orthographique, elle diminue significativement avec le nombre d'exemplaires du mot dans l'ensemble d'apprentissage. Elle augmente significativement avec l'extériorité, mais elle ne dépend pas significativement de la longueur des mots. Alors ça veut dire que cette dépendance à l'extériorité, là, eh bien c'est justement la part de l'extériorité qui ne dépend pas de la longueur qui rend compte de ça. Vous avez ici l'équation de régression, donc pour l'erreur orthographique, c'est une équation qui rend compte de 21% de la variance. Bon, et d'après cette équation, on peut estimer à la louche qu'il faudrait environ 1 millier d'exemplaires de chaque mot dans l'ensemble d'apprentissage pour réduire l'orthographique à peu près 0. Bon, ce qui évidemment n'est pas très réaliste comme objectif. Alors, ici, pour ce qui est de la corrélation des codes orthographiques approchés et exacts, bon, c'est cohérent avec les performances précédentes, hein, c'est-à-dire que cette corrélation augmente significativement avec le nombre d'exemplaires du mot dans l'ensemble d'apprentissage, elle diminue significativement avec l'extériorité du code à reconnaître hein, par rapport au polytope de voisinage, et elle ne dépend pas significativement de la longueur. L'équation de régression est ici, elle ne rend compte que de 10% de la variance, et d'après cette équation, on a, bon, disons, il faudrait environ 600 mots, 600 exemplaires par mot, en fait, pour approcher une corrélation de l'ordre de 1, ce qui n'est pas forcément indispensable, de même que on n'a pas besoin de mettre l'erreur à 0 non plus. Hein. Enfin bon, ça c'est pour vous donner une idée. Un autre élément à prendre en compte, c'est la constante ici dans l'équation de régression. Ce point 39, c'est à peu près la corrélation qu'on obtient lorsqu'il y a 0 exemplaire du mot dans l'ensemble d'apprentissage, du mot à reconnaître dans l'ensemble d'apprentissage, c'est-à-dire la généralisation orthographique pure. Alors ce point 39 est en fait très significativement non nul, mais bon, ce n'est pas une grosse corrélation et ça ne donne pas des bons décodages. Hein. Pierre, il te reste peu. Oui, ah oui, bah, d'accord, alors on va accélérer. Bon, vous avez ici les rangs de reconnaissance. Bon, grosso modo, les conclusions sont les mêmes que pour les deux autres indices. Et, sauf que l'estimation pour le rang 1, là, ça serait 400 mots, 400 exemplaires par mot. Alors, bon, donc les conclusions qu'on peut tirer de ça, ben, voilà, donc la plupart, enfin les exemples de généralisation tombent assez systématiquement en dehors du polytope de voisinage, et par ailleurs, l'extériorité à ce même polytope a systématiquement des effets négatifs sur tous les indices de performance. Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour les interpolants locaux, parce que ça veut dire que probablement, les interpolants locaux ne sont pas en mesure de généraliser convenablement sur cet espace. Alors je vous renvoie là-dessus à la discussion de Benjo et Lequin en 2007, bien sûr, et à aussi une petite étude que j'avais faite en 1994, particulièrement sur les polytopes. Bon, les équations de régression nous suggèrent d'utiliser plusieurs centaines d'exemples, d'images exemples par mot. Ça fait beaucoup, c'est pas très réaliste. Alors il y a un certain nombre de choses à faire que je ne vais pas détailler là puisque nous n'avons pas le temps. Je vais juste vous parler rapidement du dernier point. Une chose à faire serait de développer des codes de densité un petit peu plus flexibles que les précédents pour éviter les restrictions des transformations à celles qui ont une jacobienne triangulaire. Ce qui est tout de même une contrainte assez forte. Alors voici, on va essayer de faire vite. Combien il restera de temps à peu près? 2 minutes. 2 minutes? Non, c'est un peu plus, parce qu'au moins on avait dit 30 aujourd'hui. Oui, mais il est quelle heure?
Oui, il est midi 20. Il est 20. Bon, 10 minutes, un quart d'heure. ok, bon bah écoute, j'accélère. Alors voici ici la définition d'un nouveau type de code de densité. Alors là, on ne va pas détailler, vous les aurez dans les actes et vous aurez tout le loisir de les examiner. Bon, mais alors je vous précise que là, effectivement, on a éliminé la contrainte de jacobienne triangulaire. Donc c'est le code G là dont tu parlais? Oui, c'est ça. D'accord. Donc le code associé est distribué aussi. Le code associé, oui, je vous l'ai mis à la fin, hein, parce qu'effectivement, bon, le calcul... pour calculer ça, je vous ai mis un code MATLAB que vous trouverez à la fin donc, de la présentation et donc dans les actes définitifs. Alors, c'est un code, vous pouvez vous amuser à l'éplucher si vous voulez, mais vous pouvez aussi simplement le copier-coller et le faire tourner. C'est peut-être plus agréable. Donc voilà, bon, ben là, illustration du principe de fonctionnement du code. Bon, éliminer la contrainte de jacobienne triangulaire, ça veut dire qu'on assouplit le code sur les x. C'est-à-dire que là, sur les y, pardon. Hein. La contrainte de jacobienne triangulaire, ça voulait dire que si x peut dépendre de y, alors y ne doit pas dépendre de x. Là, on a éliminé cette contrainte, même si x dépend de y peut quand même dépendre de x. Donc, varier en hauteur en fonction de x. Quoi. Y peut varier en fonction de x. Bon, c'est ce qui est illustré ici. Je n'ai pas le temps de vous détailler. Bon, ici, alors, illustration de certaines propriétés des nouveaux codes, disons. Ici, vous avez les anciens, donc avec une grille de mailles carrées dans le carré ouvert unité, donc, qui est projeté ici dans l'espace de l'image. Ici, pareil pour les nouveaux codes qui sont en bas. Bon, ici, les points du code de densité, leur distribution spatiale. Alors, vous voyez ici que sur les anciens codes, la contrainte de triangularité de la jacobienne se traduit en fait par ces grands traits horizontaux là qui ne peuvent ni monter ni descendre. Vous voyez? Avec les nouveaux codes, ceci a complètement disparu. C'est beaucoup plus souple. Y peut varier en fonction de x. Et ça fait que le code colle beaucoup plus en fait à la forme principale et qu'à nombre de points égal, et bien finalement on obtient ici un code de densité, une distribution de points qui est moins sensible au bruit, entre autres choses. Hein. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de mouches ici avec les anciens codes qu'avec les nouveaux. Et au passage, vous notez qu'il s'agit bien de codes de densité, puisque là, la distribution spatiale des points de code est clairement proportionnelle aussi à la fonction image, donc, hein, qui est ici. Alors, ici, illustration aussi de la souplesse. Alors ça, c'est un morphing calculé avec les anciens codes, hein, un morphing sur deux formes, deux arbres fractales. Donc, on voit la transformation ici d'un arbre en l'autre. Alors, on voit ici que les transformations sont pas très naturelles. Hein, ce sont essentiellement des déchirures et recollements à l'horizontale, dû effectivement à la propriété de rigidité des Y. Ça donne quelque chose de pas très naturel, quoi, hein, comme morphing. Donc on va dire pas régulier dans un espace végétal, par exemple, dans un espace de forme végétale. Alors qu'ici, voilà ce que ça donne, donc morphing entre les deux mêmes arbres fractales avec les nouveaux codes de densité. On voit qu'effectivement, la transformation, cette fois, est beaucoup plus naturelle, beaucoup plus végétale. Il n'y a plus aucune rigidité nulle part. Bon, ici, un autre petit test comparatif des deux types de codes de densité. Là, bon, il s'agit d'un test de compression d'image. Donc ça, ce sont des images reconstruites par fenêtre de Parzen à support borné à partir des codes de densité, donc de l'image bien connue de l'ENA. Donc ici, vous avez à gauche les anciens codes de densité, compression par les anciens codes de densité, ici compression avec les nouveaux codes de densité, et ce pour deux taux de compression différents. En haut, c'est 5,83 et en bas, c'est 3,28.
Bon, si j'ose dire, il n'y a pas photo, la qualité des images reconstruites, quel que soit le taux de compression, est bien meilleure avec les nouveaux codes plutôt qu'avec les anciens. Voilà, bon ben là, le code MATLAB dont je vous parlais, donc pour calculer les nouveaux codes de densité. Donc à copier-coller et faire tourner. Ici, référence encore. Et il me reste juste à vous remercier de votre attention. Rapide question, donc tu n'as pas encore fait les calculs d'adéquation, enfin de performance sur l'organisation de mots sur le nouveau code? Non, sur le nouveau code, si, j'en ai fait certains. Alors voilà, c'est une très bonne question. Il se trouve que sur le manuscrit, ils ne font pas mieux que les autres. Comme on le voit, dans certains champs d'application, ils font mieux. Et malheureusement, sur le manuscrit, ils ne font pas mieux. Et bon, voilà. C'est le fait. Pour le moment. La piste, oui, bon, là j'en ai plusieurs de pistes, mais je suis passé un peu vite dessus pour des raisons d'horaire. Oui, enfin les pistes, d'une part, ce qu'il faut, c'est trouver le moyen d'étendre en fait les ensembles d'apprentissage avec des exemples artificiels. Bon, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails là, mais il faut, je pense qu'il faut travailler sur la génération des exemples d'apprentissage eux-mêmes, dans un premier temps. Pour ce qui est des codes de densité, ceux-là, les nouveaux vont permettre, je pense, d'améliorer les choses dans un certain nombre de domaines, sur certains espaces de forme, en clair. Je suis à peu près sûr qu'ils n'amélioreront pas grand-chose pour l'écriture manuscrite. Il n'y a pas encore les propriétés qu'il faut. Alors il y a... Bon, ça c'est aussi pour vous montrer qu'on peut faire des codes de densité autrement que ce qui a été fait. Je suis sûr qu'il y a encore des tas de façons de faire des codes de densité, parmi elles probablement quelque chose qui ira mieux, y compris pour le manuscrit. Mais bon, c'est dans les propos de Benjioloquin 2007, oui. Est-ce que tu contrecarres certains... Tu critiques ce qui avait été écrit Par Benjioloquin, pas du tout, au contraire. C'est une belle confirmation de ce qu'il la perspective est sombre. Alors la perspective est sombre avec des interpolants locaux, oui. Alors c'est là qu'il y a du travail à faire, oui, c'est sûr. Bon, elle est sombre, disons que là on a des indications. Ce qu'il faut aller au bout du calcul quand même pour voir jusqu'à quel point elle est sombre. Bon. Et là pour l'instant j'ai pas pu aller au bout pour raison de mauvais équipements en fait. Bon. À suivre. Voilà. Merci. Je pense qu'on peut manger avec des